Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Molly Dujardin, je suis conseillère en communication et rayonnement au CECI, le Centre d'études et de coopération internationale. Je suis accompagnée de ma collègue Sandrine Elie, qui est chargée de projet au CESIC, le carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Ensemble, on vous invite à prendre part, un balado engagé sur l'action climatique de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI, en collaboration avec le CECI et le CESIC. Nous sommes actuellement dans les studios du CISM. Amandine, tu es diplômée à la maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Tu as participé à la COP24. Ça t'a amené à réaliser ton essai portant sur les apports potentiels de l'écoféministe dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Tu as fait partie du duo finaliste à la finale canadienne de MAP de système en 2021. Tu as rédigé toujours sur les liens entre le genre et les changements climatiques pour la Gazette des femmes et le Climatoscope. Puis finalement, tu as travaillé pour le Réseau des femmes en environnement. Puis comme tu nous l'as mentionné en pré-entrevue, tu es convaincue que la transition écologique doit être intersectionnelle, inclusive et équitable. Bien, bienvenue, merci d'être là. Merci de me recevoir sur votre tout nouveau podcast. Oui, puis un peu en parallèle, tu nommais que tu étais une passionnée des grands espaces. Est-ce que tu peux nous partager l'un de tes coups de cœur? Oui, dernièrement, depuis l'année dernière, je découvre vraiment les joies de la randonnée d'hiver. Je trouve ça magnifique, là, les grandes étendues de neige. Sinon, j'ai un coup de cœur aussi pour le fjord du Saguenay. Donc, c'est ça pour moi, les grands espaces. J'adore ça, être dépaysée, me retrouver dans des lieux où je me sens toute petite. Ça a un effet très, très calmant, je trouve. Si tu as une nouvelle passion, en fait, pour le fjord et l'hiver, je te recommande vraiment la vallée des fantômes au Mont-Valin que j'ai fait l'hiver dernier. C'était incroyable. OK, c'est noté. Dans ces grands sapins. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux enjeux touchant les femmes en matière de changement climatique? Donc, en décembre 2018, dans le cadre de mes études à la maîtrise, j'ai eu la chance de participer à la 24e conférence des parties des Nations unies à Katowice, si je prononce bien, en Pologne. Donc, la COP, juste pour définir, c'est la plus haute autorité de prise de décision de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La COP, elle est responsable du maintien des efforts internationaux pour faire face aux changements climatiques. Puis, ses aboutissements les plus marquants, là, c'est la signature du protocole de Kyoto en 97, puis aussi l'accord de Paris de la COP 21. Donc, je pense que c'est vraiment de là que j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux de genre et de changement climatique. En fait, c'est là que j'ai vraiment réalisé que les impacts issus des changements climatiques exacerbent les inégalités, notamment les inégalités de genre, et que les femmes sont parmi les plus vulnérables aux changements vis-à-vis des changements climatiques. Donc, dans le cadre du cours d'université qui me permettait d'être à la COP, j'ai eu à rédiger un travail descriptif sur un enjeu qui était discuté pendant la COP et j'ai choisi de prendre l'angle du stress hydrique engendré par les changements climatiques pour parler des impacts du stress hydrique sur les femmes. Donc déjà, là, ma sensibilité à cette question-là là, commençait. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que le stress hydrique, juste pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté si on continue dans ce sens-là? Oui, période de stress hydrique, en fait, j'entendrais tout ce qui est des épisodes de sécheresse répétés. Donc, avec les changements climatiques qui vont compliquer l'accès à l'eau dans l'avenir. Donc, c'est vraiment ce que j'avais en tête, là, des sécheresses, par exemple. Ouais. Et puis, pendant la COP, justement, donc, il y avait plusieurs événements parallèles qu'on appelait side events et qui se penchaient sur la question du genre et du climat. Et en marge des négociations, il y a aussi une journée complète qui était organisée sur le genre. Puis le but de cette journée-là, c'était de rappeler l'importance des actions climatiques sensibles au genre et de souligner le leadership féminin dans les négociations climatiques. On entendait beaucoup le slogan « No climate justice without gender justice », qui vise vraiment à contrer l'invisibilisation du genre dans la gouvernance climatique. Il est beaucoup utilisé dans les conférences internationales qui entourent les changements climatiques. Donc ça aussi, c'est sûr, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Et donc, je pense que c'est de là qu'est née l'idée de mon essai de maîtrise, mêlée au fait aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais qu'en 2017, j'avais assisté à Sherbrooke au lancement de l'ouvrage Faire partie du monde, réflexion écoféministe. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre bleu-là des éditions Revue Ménage. Donc, s'ajoutait à tout ce mélange-là ma sensibilité aussi pour les peuples autochtones, puis leur relation particulière à l'environnement, relation de... on fait partie de l'environnement, en fait. Là. Donc, c'est comme ça que mon essai de maîtrise a été publié en 2019. Donc, Écoféminisme et voix autochtones, perspective dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Puis, je voulais vraiment explorer plusieurs choses, mais premièrement, démontrer les apports potentiels que peuvent offrir l'écoféminisme dans un contexte d'adaptation au changement climatique, puis vraiment me pencher sur le rôle des femmes dans la recherche de solutions à la crise climatique, puis démontrer les liens entre le genre, le climat, puis en portant une attention particulière au contexte autochtone canadien. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amenée à aujourd'hui continuer de m'intéresser puis de vouloir parler des enjeux touchant les femmes en matière de changement climatique. Mais c'est super intéressant. Puis en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt dans le domaine. Alors, c'est toujours un plaisir de pouvoir approfondir ces sujets-là. Puis en fait, je voudrais qu'on explique en fait pourquoi puis comment les femmes sont-elles affectées de manière disproportionnée par les changements climatiques. Mm-hmm. Bien, donc, je vais dire ce que je dis souvent quand je m'exprime sur le sujet. Donc, les changements climatiques ne sont pas neutres du point de vue du genre. Donc, on parle d'impacts différenciés pour parler des impacts différents qui sont différents selon le genre. Donc, au-delà d'un phénomène scientifique, les changements climatiques, c'est un enjeu qui est profondément social. Et puis, pour ce qui est des impacts différenciés, c'est sûr que l'essentiel de la littérature sur le sujet porte sur les femmes des pays dits du Sud. Donc, dans les pays en voie de développement, les femmes sont plus souvent responsables de la subsistance de leur famille, donc sont plus souvent responsables de veiller à la sécurité alimentaire, la collecte de l'eau, l'approvisionnement en combustible, ces choses-là. Donc, les changements climatiques vont vraiment plus entraver la capacité des femmes à remplir leur rôle. Puis, par exemple, lors de périodes de sécheresse, comme j'évoquais plus tôt, les femmes doivent parcourir une plus grande distance pour collecter de l'eau, ce qui va représenter une charge de travail accrue. Et puis, ça va les rendre aussi plus vulnérables, ça a été démontré, là, aux violences sexuelles. Donc, c'est vraiment parce qu'elles sont plus directement dépendantes des ressources naturelles et étant donné leurs responsabilités particulières, qu'elles vont être les premières touchées lorsque survient des épisodes, par exemple, de sécheresse ou de pluie qui vont venir détruire les récoltes. Et puis aussi, les filles sont parfois retirées de l'école quand il y a une catastrophe pour prendre soin de leur famille. Donc, voilà. Puis aussi, le fait qu'il y a une non-reconnaissance des droits fondamentaux des femmes dans certains pays, ça va accroître leur vulnérabilité parce que ça va réduire leurs possibilités, leur mobilité physique et économique, leur possibilité de se déplacer, la capacité à faire entendre leur voix, puis leurs opportunités. Après, on constate aussi une augmentation des violences physiques envers les femmes suite à certains événements météorologiques extrêmes. Donc, par exemple, une étude à laquelle je réfère souvent, c'est une étude qui a montré que suite à l'ouragan Katrina, les conséquences sur les femmes, donc agressions sexuelles, violences domestiques, avaient quadruplé, en fait, suite à cet ouragan qui a frappé en Nouvelle-Orléans. Et puis, j'ai encore d'autres aspects genrés là, des impacts des changements climatiques, notamment sur la santé mentale. Donc, il y a une étude locale, cette fois-ci, au Québec, qui portait sur les impacts des inondations au Saguenay en 1996, puis qui avait montré que les séquelles physiques et psychologiques après cet événement-là étaient plus importantes pour les femmes que pour les hommes. Il y a aussi le projet Verglas au Québec qui a démontré des liens entre le stress prénatal chez les femmes enceintes, puis les conséquences pour l'enfant en devenir. Aussi, les femmes seraient particulièrement touchées par les canicules, notamment parce que c'est souvent à elles que revient la charge de prendre soin des enfants ou des personnes âgées. Puis aussi, je voulais citer une étude très locale sur laquelle, puis récente aussi, là, sur laquelle je suis tombée la semaine dernière, qui est le baromètre de l'action climatique version 2022.
qui mentionne que les femmes, en plus de 2 autres groupes, là, soit les personnes âgées de 18 à 34 ans et les personnes ayant un niveau de scolarité universitaire, sont les groupes qui sont les plus nombreux à déclarer avoir vécu de l'éco-anxiété. Donc, ça aussi, là, on parle d'un impact sur la santé mentale spécifiquement des femmes. Juste pour dire, là, le baromètre, c'est un rapport qui est issu d'une enquête en ligne qui a été faite auprès de 2000 personnes au Québec, âgées de 18 ans et plus. Et puis, finalement, je rajouterais que les conséquences des changements climatiques affectent plus les personnes aux ressources limitées. Et puis, comme les femmes sont plus susceptibles d'avoir un statut socio-économique qui est précaire ou encore, par exemple, d'être à la tête d'un ménage monoparental, ça va limiter, ça aussi, leurs avenues, leurs ressources pour s'adapter au changement climatique. Merci vraiment pour cette liste-là qui est hyper exhaustive parce que je trouve souvent qu'on essaie d'expliquer la situation aux gens puis de sensibiliser. C'est ces exemples-là concrets qui permettent de se matérialiser. Laure Tal, agricologue et directrice des recherches de l'IPAR au Sénégal. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que les changements climatiques vont impacter de façon plus forte les communautés les plus vulnérables. Et on sait que les femmes sont en général plus vulnérables que les hommes dans nos communautés, en particulier dans les pays du Sud dans lesquels nous travaillons. Et donc, dans le cas des femmes, c'est pas le fait qu'elles soient femmes, c'est pas le sexe qui les rend plus vulnérables au changement climatique, mais c'est le rôle social qu'elles ont. Elles ont souvent un rôle d'aide, d'appui, de support, et elles sont rarement en charge. Elles sont rarement celles qui possèdent les biens. Elles sont rarement celles qui prennent les décisions. Et la conjonction de ces différents facteurs fait des femmes des personnes plus vulnérables et donc plus vulnérables au changement climatique également. Justement, quand on voit que les femmes sont affectées de manière disproportionnée, bien forcément, quand on pense à, par exemple, comment on fait notre action climatique, il faut intégrer le genre là-dedans parce qu'on ne part pas tous à la même ligne de départ face à ça. Pourquoi il faut justement intégrer le genre dans l'action climatique? Bien, je dirais tout simplement pour éviter que les stratégies, les actions qu'on va mettre en place exacerbent les inégalités sociales. Donc, vraiment pour que nos stratégies, nos actions de réduction et d'adaptation soient vraiment efficaces. Donc, selon moi, l'intégration du genre et d'ailleurs d'une perspective intersectionnelle, ça permet de lutter contre les inégalités et de s'adapter plus efficacement au changement climatique. Puis l'intégration du genre va permettre d'éviter d'aggraver les inégalités non seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Donc, si davantage d'attention n'est pas accordée à la dimension du genre et aux droits des femmes en politique climatique, les politiques d'atténuation, d'adaptation pourraient être en fait comme contre-productives et finalement venir exacerber les difficultés auxquelles les femmes font face. Je pense que ça fait déjà un moment qu'on ne parle plus que les femmes sont uniquement des victimes, mais au contraire, qu'elles sont vraiment des parties prenantes, des actrices de changement, de transformation. Puis je voulais savoir quel rôle jouent les femmes dans la lutte au changement climatique, puis c'est quoi les solutions qu'elles proposent, parce qu'elles en ont. Souvent, on ne les entend pas, mais il y a des solutions et elles sont proposées par les femmes. Mm-hmm. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est difficile de généraliser. Par contre, justement, je disais encore la semaine dernière que dans le baromètre de l'action climatique, posait le constat selon lequel les femmes sont encore et toujours à l'avant-scène de l'action climatique. Dans le questionnaire, là, elles étaient plus nombreuses à affirmer participer à la lutte contre les changements climatiques. Les résultats du baromètre aussi, qui sont intéressants, là, viennent montrer que les femmes auraient des perceptions différentes vis-à-vis des changements climatiques. Elles seraient plus nombreuses à penser qu'il y a une urgence d'agir puis que la crise climatique est vraiment une menace élevée. Puis elles ont moins tendance à avoir foi en les solutions technologiques comme unique solution à la crise climatique. Ça, c'est une différence qu'on voit là, chez les femmes. Puis, elles auraient aussi plus tendance à ancrer leurs solutions dans le changement de comportement. Et ça, ben, je sais pas, c'est peut-être aussi un peu parce que je pense au marketing zéro déchet qui est principalement adressé aux femmes. Donc, il y a peut-être aussi des raisons au niveau du marketing là, qui peuvent venir expliquer ça.
Puis finalement, le baromètre va aussi dire qu'elles sont plus nombreuses à minimiser leur consommation de viande, par exemple. Puis aussi, je ferais peut-être une petite parenthèse. Là. J'aimerais rajouter que, en fait, pendant mes années de baccalauréat, j'ai eu l'occasion de faire 2 stages de coopération internationale à l'étranger. Et dans les 2 cas, oui, dans les 2 cas, les femmes étaient très engagées sur le plan environnemental. Donc, un stage, c'était en Afrique, l'autre, c'était en Amérique latine. Puis, donc, dans les 2 cas, on travaillait directement avec un groupe de femmes. Dans un cas, on travaillait avec un groupe de femmes et un groupe de jeunes. Donc, vraiment, là aussi, je voyais que c'est 2 groupes qui se sentent interpellés par les enjeux. Donc, je pense quand même qu'on peut dire que les femmes sont au front de la lutte. Puis souvent, en fait, de ce que je remarquais aussi dans ces 2 pays où j'ai eu l'occasion de faire mes stages, c'est que bien souvent, la motivation, ce qui motivait leur implication dans l'action climatique, c'était les inquiétudes pour leur santé, en fait. Okay. Donc, les inquiétudes, les risques que posent les changements climatiques sur leur santé ou même la santé de leurs enfants. Donc, ça, c'était... Puis, tu as abordé le leadership des femmes. J'ai peut-être envie de continuer là-dessus. Comment ou en quoi le leadership des femmes contribue à des solutions qui sont peut-être plus durables aussi, là? En fait, il y a plusieurs études sur lesquelles j'étais déjà tombée qui viennent montrer que les femmes pourraient influencer de façon positive le discours politique et la gouvernance vis-à-vis des changements climatiques. Je pense que j'étais déjà tombée sur une étude qui disait que plus un pays avait de femmes, en tout cas qui établissait une corrélation entre le nombre de femmes élues, puis être en faveur d'une législation pour la sauvegarde de l'environnement. Donc, il y a ces informations-là qui existent. Après, je pense que c'est quand même à prendre avec un grain de sel. Puis aussi, en parlant de leadership, peut-être un petit fait intéressant, quand je travaillais avec le Réseau des femmes en environnement, on avait un projet auprès des femmes élues. Qui visait l'empowerment là, des femmes élues en devenir, notamment au niveau municipal. Puis, notre projet partait vraiment du constat, quelque chose qu'on avait constaté, qui était que beaucoup de femmes vont s'engager en politique pour améliorer la qualité de vie et de l'environnement de leur communauté. Donc, pour certaines femmes, l'environnement, c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, à la politique, là. Donc, volonté de changer les choses. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est ça. Puis quand on parle de solutions durables, je trouve que ça fait écho cette vision-là qui est parfois plus portée par les femmes de long terme, puis aussi de l'environnement complet, parce que si ces femmes-là se retrouvent souvent dans des rôles de cœur, elles ont la vision plus globale de c'est quoi l'ampleur des impacts que va avoir sur leurs enfants, sur leur rôle de proche aidante et tout. Fait que c'est un peu... je dirais, le bon côté d'une certaine situation, où elles sont tellement sensibilisées à comment tout ça peut prendre des ampleurs que les décisions qu'elles prennent, elles sont ancrées dans un long terme puis dans cette globalité-là. Puis, je pense, c'est Molly que tu me souvenais lorsqu'on était à la COP, que l'année dernière, c'était 13% des chefs de délégation qui étaient des femmes. À la COP 26, puis t'en faisais un peu allusion au début. Puis cette année, quand on est allé observer une égo avec Molly, on était assez... heureusement surprise de voir beaucoup plus de jeunes qui leadaient les négos, beaucoup plus de femmes. Puis de voir... Ça veut pas dire qu'ils sont chefs de délégation, par exemple. Elles sont partie prenante, elles sont mobilisées, mais est-ce que c'est concrètement eux qui sont à la tête de ces regroupements-là? On pourrait se poser la question. Oui, mais je serais curieuse de voir l'évolution, justement, entre, mettons, la COP 24, puis maintenant, en tout cas, déjà, l'évolution entre le nombre de représentantes femmes. Oui, c'est un peu vers là que je voulais aller, où est-ce que, tu sais, on voit qu'on est dans une bonne direction par rapport au leadership féminin, puis à donner une place par rapport à ça. Mais après, est-ce que cette place-là, elle est donnée un peu, comme on parle souvent, en token pour remplir un quota, parce que l'ONU invite à avoir ce type de ratio-là. Dans le concret, est-ce qu'on leur donne des rôles intéressants ou importants? Est-ce qu'on leur donne des négociations pertinentes? Intéressant. Si leur siège est ajouté à la table, est-ce qu'on écoute quand même leur voix? Oui, c'est intéressant. Puis je veux revenir sur un concept que tu as abordé tantôt puis qui est super important pour moi, l'approche intersectionnelle ou le concept d'intersectionnalité. J'aimerais ça que tu nous le décrives un petit peu puis que tu nous expliques comment il est pertinent lorsqu'il est question du genre et du climat.
Donc, oui, ce terme-là est super important. Donc, intersectionnalité, c'est un terme qui nous vient de Kimberly Crenshaw, une féministe afro-américaine, juriste et professeure. Et puis, c'est un principe qui sert à analyser comment les différents systèmes d'oppression, par système d'oppression, là, j'entends le sexisme, par exemple, l'agisme, le racisme, comment ces systèmes-là vont interagir, vont venir se croiser mutuellement. Donc, c'est vraiment les interactions entre les différents facteurs identitaires d'une personne qui vont venir comme s'ajouter là, les uns aux autres. Puis c'est vraiment la relation puis l'influence de l'un sur l'autre et peut-être pas une accumulation, mais vraiment une considération de ces interactions-là entre elles, puis de la complexité de ces oppressions-là. Oui, exactement. Exactement, oui, c'est très bien dit. Puis, d'ailleurs, la justice climatique féministe va signifier d'aborder la question des changements climatiques comme un problème social complexe à travers une analyse intersectionnelle des relations de pouvoir. Donc, pour moi, l'intersectionnalité, ça nous permet d'éviter les angles morts. Ça nous dit que chaque personne va faire face à des obstacles différents, puis souvent inégaux, et va donc avoir des besoins et des priorités différentes. Donc, je n'ai pas donné vraiment d'exemple de facteurs identitaires qui s'entrecoupent, mais je pense notamment à l'âge, le genre, la culture, l'orientation sexuelle, les études, la langue, la religion, etc. Ouais. Ça nous permet aussi, ce que je trouve intéressant là, quand on parle de genre et de changement climatique, de nous rappeler que la catégorie femme, c'est pas une catégorie qui est homogène. Et par femme, d'ailleurs, j'entends toute personne qui s'identifie comme telle, mais que différentes identités vont façonner le rapport des femmes aux problématiques environnementales. Donc, les femmes qui vont vivre à l'intersection de plusieurs oppressions vont être davantage touchées par les changements climatiques. Donc, femmes autochtones, femmes racisées, femmes trans, non-binaires ou les femmes en situation de handicap, par exemple. Et puis, donc, je rajouterais aussi que lorsque vient le temps d'adopter des politiques d'adaptation au changement climatique, comme par exemple, on veut végétaliser un quartier, bien, on peut adopter cette perspective intersectionnelle-là, puis se poser les bonnes questions, des questions comme est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ou qui vont être prises pour entendre les préoccupations de diverses voix? Qui va bénéficier du projet? Et est-ce que les impacts vont être différents pour certains groupes? Quels sont les besoins, en fait, aussi des différents groupes qui sont visés par un projet? Puis, qui décide et qui, finalement, est exclu de la prise de décision? Je donne l'exemple de la végétalisation, là, parce que ça me fait penser que quand on parle d'adaptation au changement climatique, puis qu'on regarde, par exemple, à Montréal, certaines populations vont être particulièrement exposées aux effets de la crise climatique à cause de l'aménagement, donc absence d'espaces verts ou présence d'îlots de chaleur. Puis il y a plusieurs études réalisées à Montréal qui montrent que les populations à plus faible revenu vont moins avoir accès à la végétation, donc à Montréal-Nord, par exemple, où presque la moitié de la population va s'identifier à une minorité visible, puis que le pourcentage de ménages sous le seuil de faible revenu est un des plus élevés aussi à Montréal. Bien, les communautés vont justement faire face à des îlots de chaleur, puis une absence d'espace vert. Donc, en termes de superficie, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs à Montréal. Puis on salue nos consoeurs du Conseil des Montréalaises qui ont réalisé ce super avis-là. Je vous invite à lire, c'est super intéressant. On vient de faire quand même un état des lieux qui est, somme toute, pas toujours joli, mais qui est malgré tout inspirant quand on voit les femmes qui se mobilisent face à justement ce qu'elles vivent, qui se mettent en action. Puis justement, on voulait te demander comment est-ce qu'on peut prendre part à l'action climatique? Mais donc, on peut prendre part à l'action climatique de toutes sortes de façons, donc tant individuelle que collective. Par exemple, donner du temps ou devenir membre là, à certaines organisations. Si on travaille dans une organisation qui est féministe, ben, peut-être faire le pont avec certaines organisations environnementales et vice-versa. Puis pour moi, l'important vraiment, c'est d'éviter le repli sur soi. Donc vraiment de s'entourer
Puis je dis ça parce que le discours autour des gestes individuels, il peut être un peu dépolitisant. Il peut nous écarter des grands enjeux d'inégalité sociale puis de dynamique collective, puis forcer un repli sur soi. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert et réfléchir de façon systémique. Puis ce discours autour des gestes individuels aussi, le risque, c'est que ça représente souvent une charge mentale plus élevée là, pour les femmes qui s'investissent encore beaucoup là, dans la sphère domestique. Puis aussi, dans un contexte où l'éco-anxiété, elle est omniprésente, beaucoup dans notre génération, je pense qu'il faut faire preuve d'autocompassion envers nous-mêmes, puis lâcher un peu la pression, choisir ses batailles, surtout quand on jongle avec 1000 autres responsabilités. Et puis, je suis aussi vraiment pour la création d'espaces de discussion et de dialogue pour vraiment permettre aux femmes de réfléchir et de partager leur expérience. L'année dernière, justement, j'avais organisé un cercle de parole c'était sur l'éco-anxiété et la décision ou non d'avoir des enfants. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Je vois beaucoup de potentiel dans un mouvement qui va miser sur la compassion, la connexion, la collaboration. Puis voilà, c'est justement pour ça, notamment qu'un courant comme l'écoféminisme est intéressant, puis que j'y ai consacré une partie de mes études. Et puis, je dirais aussi peut-être en dernier, comme tu le mentionnais en introduction, là, pour moi, l'égalité, c'est une condition qui est nécessaire à la transition écologique. Puis je pense que c'est vraiment important de manifester ça dans toutes nos relations, puis d'incarner ces valeurs-là aussi dans les organisations dans lesquelles on travaille. Voilà. Ben c'est génial. Puis on arrive déjà, on approche de la fin et je trouve ça très difficile parce que je pourrais continuer de parler de genre et d'intersectionnalité pendant des heures. Et les gens qui me connaissent pourront en témoigner, sont un petit peu tannés, là. J'aimerais en fait savoir justement pour des gens qui veulent continuer la réflexion, qui veulent en savoir plus sur la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, si tu n'as pas une référence culturelle que tu pourrais partager avec nous pour inspirer les gens encore? Oui, donc je recommande. Et là, c'est peut-être un peu imposteur parce qu'en fait, je pense que je ne l'ai même pas terminé, mais c'est un excellent ouvrage. C'est Reclaim, anthologie de textes écoféministes par Émilie H. Donc, c'est un ouvrage qui nous fait découvrir les textes des grandes figures du mouvement écoféministe. C'est vraiment bien parce que les textes sont diversifiés. Donc, on a autant de la poésie que des textes plus théoriques. Ça varie. Puis, c'est vraiment un format recueil de textes. Donc, on peut lire un texte à la fois. Ça nous permet de lire l'ouvrage à notre rythme, ce que j'apprécie beaucoup. Donc, ça serait ma recommandation. Reclaim, anthologie, texte écoféministe. Merci, Amandine, pour cette intervention, ta participation. C'est toujours un plaisir pour nous de parler des enjeux de genre et de climat parce que, malheureusement, souvent, ils sont abordés de manière séparée ou individuelle et ne sont pas unifiés dans la même discussion, dans la même réflexion, alors que pourtant, le genre influence le climat et le climat influence la question entourant le genre. Donc, il faut toujours, il faut le redire encore, considérer les deux parce qu'ils sont interreliés et ils sont codépendants et ils ont un impact l'un sur l'autre. Donc, je te remercie vraiment pour ta participation puis j'invite vraiment les gens à aller s'informer sur l'intersectionnalité, comment l'intégrer puis tout simplement d'avoir une posture intersectionnelle dans le quotidien. C'est vraiment super important. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous deux. Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine Elie et Molly Dujardin. À bientôt!